m'a dit, après À bout de souffle, et puis quelques autres films que j'ai fait derrière, qu'il y avait un style Coutard. Bon, j'aimerais bien que ceux qui disent ça m'expliquent ce que c'est que mon style, parce que moi, j'ai pas du tout d'opinion là-dessus. J'étais photographe et finalement, j'ai fait de la prise de vue de cinéma. Je veux dire, en fait, c'est parce que j'avais connu Pierre Schneiderfer en Indochine. Lui, il était cinéaste. Et quand il a fait son premier film, il m'a demandé si je voulais faire la prise de vue de son premier film. Bon, comme je ne savais pas de quoi il s'agissait, j'ai dit oui. Mais quelques temps après, je me suis dit, si j'avais su, peut-être que je n'aurais pas accepté, parce que c'était assez compliqué à faire. Puis ça n'a pas beaucoup de rapport. Comment j'ai rencontré Godard? Je l'ai rencontré sur le premier film que j'ai fait, enfin comme directeur de la photo, qui est le film que j'ai fait avec justement Pierre Schneiderfer, dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelait La Passe du Diable. C'est un film qu'on avait fait en Afghanistan, et qui pour moi, qui était novice complètement, était quand même un truc assez étonnant, parce que non seulement c'était une époque où personne pratiquement ne faisait de film en couleur, le film était donc en couleur, et en plus il était en cinémascope, ce qui était un procédé qui n'était pratiquement pas utilisé en France. Alors, donc on a fait ce film-là. Il se trouve que le patron de la Fox à l'époque, qui était Skouras, je crois, a trouvé que le film était extraordinaire et il l'a acheté pour la Fox. Donc là encore, c'était encore un autre challenge, puisque les Américains ne s'occupaient jamais des films français. Et là, il se trouve qu'ils savaient acheter ce film-là. Bon. Et Godard se trouvait, lui, à ce moment-là, au service de la publicité de la Fox. Il n'était pas, c'était pas lui le chef du service, mais il était au service de la publicité, et donc on l'avait chargé de, de s'occuper d'une partie de ce truc-là. Donc il est allé voir de Borgard, et là c'est intéressant parce que la première chose qu'il a dit à de Borgard, il a dit, écoutez, je suis chargé de m'occuper de la pub de votre film, mais votre film c'est de la merde. Alors, bon, et c'est comme ça finalement la première fois que j'ai rencontré Jean-Luc. Bon, après, de Borgard, il a sûrement pas tenu compte des rigueurs d'avoir dit que son film était de la merde, parce que ça s'est avéré que c'était peut-être vrai, puisque finalement le film n'a pas marché du tout. Mais il a proposé à Jean-Luc de travailler un scénario que Pierre Schneiderfer faisait. Et puis un jour, Jean-Luc est venu le voir de Georges de Borgard, et il lui a proposé des scénarios, et c'est comme ça qu'il y a eu l'histoire de Bout de Souffle. Au fur et à mesure qu'on a travaillé ensemble, je veux dire, Jean-Luc, c'était un professionnel. Hein. Je veux dire, Jean-Luc, c'était un monsieur qui connaissait tout un tas de choses. Parce qu'il était à la Fox, c'est parce que c'était pour gagner sa vie. Mais il avait travaillé au montage, il avait fait des courts-métrages. Donc, je veux dire, c'était pas le type qui ne connaissait rien au cinéma. Bon, en plus, il était très curieux. Et comme son grand problème était de faire du cinéma autrement, donc tout ce qu'on a fait ensuite comme film, et la collaboration qu'on a pu avoir ensemble, ça a été à partir d'une idée à lui, de comment on allait faire pour pouvoir faire autrement. C'est-à-dire donc, par exemple, quand on a tourné Les Carabiniers, il voulait que le film ait l'air d'un film de cinémathèque, c'est-à-dire donc où il n'y ait pas de gris dedans, qu'il y ait que des blancs et des noirs. Donc on a décidé un certain nombre de processus pour pouvoir le faire. Je veux dire, ou pour Weekend, il avait décidé de faire ça avec une pellicule la plus rapide du marché, doublée en doublant la sensibilité, ce qui était complètement très, très compliqué à faire. Bon, disons qu'à chaque fois, il y avait quand même ce besoin pour Jean-Luc de faire quelque chose de très différent des autres, tout le temps, sans arrêt. Ça a été son grand système. Et alors c'est vrai que par exemple, quand on pense au Mépris, le Mépris, c'est un film où il a dû avoir beaucoup de mal à le faire, parce que c'était là un film qui se faisait dans une tradition cinématographique, parce que comme il y avait les Américains qui étaient dans le coup, on avait un plan de travail. Tous les jours, il fallait envoyer un telex à Sam Levin en lui disant on a descendu toute la journée comme prévu, ou on n'a pas descendu, etc. Donc ça l'agaçait au plus haut point, parce qu'il ne pouvait pas faire ce qu'il avait envie de faire quand il avait envie de rien faire, par exemple.
Là, il était obligé. En plus, il y avait une équipe italienne qui poussait forcément pour qu'on reste dans le système américain, je veux dire. Qu'est-ce que tu préfères? Mes seins ou la poigne de mes seins? Je sais pas. C'est pareil. Bon, alors, quand on a présenté le film aux Américains, ils ont été furieux parce que, je veux dire, eux, ils avaient donné beaucoup d'argent parce qu'ils voulaient voir les fesses de Bardot. Et on ne voit pas les fesses de Bardot dans le film, à l'origine du film, on ne les voyait pas. Alors, on les voyait qu'une fois quand on était allongé sur avec un bouquin sur le derrière. Mais alors, là, je veux dire, ça a été un drame parce que Jean-Luc a été obligé de retourner un certain nombre de plans pour justement que les Américains finissent de payer le dernier versement. Et c'est Alain Levent qui les a tournés, parce que moi j'étais sur un autre film à ce moment-là, parce que c'est passé complètement à la fin, c'est-à-dire qu'on avait fait l'étalonnage du film, on a envoyé le film à Lévin, et ensuite il a dit non, ça va pas, je veux voir le cul de Bardot, etc. Bon. Eh bien, il faut dire qu'à l'époque, je veux dire, maintenant, je veux dire, ça paraît complètement ridicule, mais je veux dire, à l'époque, je veux dire, plus on voulait voir le derrière des demoiselles, il fallait aller au cinéma, parce que dans la rue, on ne le voyait pas. Il a été produit par Georges de Beauregard et Carlo Ponti pour les sociétés Rome Paris Film, Concordia, Compagnia Cinematografica Champion à Rome. Le grand problème du scope, c'est que moi je dis toujours quand un metteur en scène me dit on va faire un truc en scope, je lui dis qu'est-ce qu'on va faire? On va tourner un film en scope ou on va faire un film en scope? Ce qui n'est pas du tout la même chose. Bon, alors au début, Jean-Luc a commencé à faire un film en scope. On le voit de la façon dont il utilise le cinémascope en large, etc. Et puis, petit à petit, ça s'est évadé. C'était, bon, on se retrouvait avec un grand format. Bon, on l'utilise, mais on ne l'utilise pas en tant que moyen. Donc, je veux dire, il n'était pas très à cheval sur les difficultés. En plus, comme il n'aimait pas du tout que les images qui étaient des tordus, etc., donc on pouvait arriver à lui dire non, il faut mieux cadrer comme ça. Bon, alors par contre, là, dans le mépris, il a fait plein de cadrages où on met les têtes complètement en bas, alors qu'il y a beaucoup d'air au-dessus, où ils se mettent complètement de travers, etc. C'est un truc qu'il a beaucoup aimé, mais il l'aurait fait si ça avait été un autre format, je pense. Hier, il a vendu tout. Now, they're going to build a 5 and 10 cent store of prison on this. Et on va construire des prisonniers. On this, my lost kingdom! C'est la fin du cinéma. Bon, alors, alors à propos du format, alors Jean-Luc avait un principe à cette époque-là, c'était si on fait un film en noir et blanc, il sera en format académie, c'est-à-dire 1.33. Et si c'est en couleur, il est forcément en cinémascope. Ça, c'était son grand truc. Alors, il n'y a qu'à regarder dans sa production, tout a été fait comme ça jusqu'à ce qu'il s'arrête de faire des films. Je ne me souviens plus à quelle date. Bon. Alors, là, on a utilisé. Alors, quand on a démarré le tournage du Mépris, bon, ça se passait en Italie, puisqu'on devait tourner en Italie et puis qu'on devait développer chez Technicolor. Bon, donc, on est allé chez Technicolor et là, ils nous ont montré un procédé révolutionnaire qui était le Techniscope, qui était en 2 perfos. Bon, alors du coup, comme on était toujours avec Jean-Luc à la pointe du progrès et de tout nouveau, on a dit, bon, on va faire comme ça. Mais malheureusement, chez Technicolor, ils n'ont pas été foutus de nous donner une caméra pour pouvoir faire le film. Ce qui fait que donc on a tourné en Franscope. Le cinémascope, c'est un objectif normal qui est sur la caméra, et devant, on met un objectif qu'on appelle un objectif cylindrique, parce qu'effectivement, il est cylindrique, qui permet de doubler la largeur. On appelle ça un hypergonard. Bon. Et alors, dans le cinémascope, à chaque fois qu'on change de point, il faut faire le point sur
l'objectif et le point sur l'hypergonard. Et comme ça aurait été trop facile que ce soit dans le même sens, c'était gravé dans les deux sens, ce qui fait qu'il fallait deux personnes pour faire le point, qui se fait sur l'hypergonard. Bon. Et puis, il y a le système Franscope qui a été fait. Lui, alors, l'idée du Franscope, c'était de mettre l'objectif à réglé sur l'hyperfocale, c'est-à-dire en principe 15 mètres, et on ne touchait pas du tout l'objectif et on ne faisait le point que sur l'hypergonard. C'était une grosse simplicité. Bon, et quand on a fait donc le mépris, on a utilisé ce système. Et on a utilisé également ce système-là pour la première fois avec un petit zoom. C'était un système relativement simple, sauf que les zooms étaient très compliqués à faire puisqu'on n'avait pas de viseur sur le fer. Et donc il fallait imaginer, quand on faisait un petit bout de zoom, quelle était l'image dans le viseur qu'on avait devant les yeux. C'était donc un truc très complexe. Bon, quand on tourne en scope, il y a forcément des difficultés, bon, qui sont dues d'abord au fait que le champ est beaucoup plus large. Donc, quand on est en intérieur, il faut éclairer un peu plus que ce qu'on éclairerait normalement dans un format normal. Bon, et en plus, le scope a un certain nombre de défauts, en particulier, surtout sur les horizontales. Bon, quand l'horizontale, par exemple, le niveau de la mer est au milieu de l'écran, c'est plein, mais si on monte, il se courbe, ou il se creuse quand on descend. Donc quand on fait les cadrages, il faut faire attention à ces choses-là. Là, sur le mépris, on n'avait pas ce problème-là. Souvent, on a aussi le problème sur les côtés. C'est-à-dire qu'il y a un défaut qu'on appelle en coussinet ou en barillet, et qui apparaît également sur les côtés. Mais sur le mépris, les scopes qu'on avait ne l'avaient pas. C'est-à-dire que donc, normalement, un mur qui est en bord de cadre, il n'est jamais vertical, il est tordu, soit gonflé, soit creusé. Bon. Donc ça veut dire que quand on fait ce genre de cinéma, il y a des cadrages où il faut faire attention de ne pas se mettre dans cette configuration. Je veux dire, par exemple, ne pas mettre le niveau de la mer très près du bord du cadre haut. Il faut essayer plutôt de couper le niveau de la mer ou de le mettre plus au centre. Je veux dire, quand on est rentré dans cet appartement, je veux dire, on a tous été un peu inquiets parce qu'on s'est demandé comment Jean-Luc allait tourner ses scènes dans cet appartement qui était assez grand, mais je veux dire, où on avait du mal à bouger parce qu'on avait le crab dolly. C'est une grosse machine là, pour faire les choses. Et puis... mais Jean-Luc avait plein d'idées. En particulier, il y a eu à un moment donné cette idée de passer, ce qui a surpris tout le monde d'ailleurs, de faire un espèce de travelling où on passait de l'un à l'autre avec la lampe qui s'allume au milieu. Et à chaque fois, c'était lui qui donnait le départ. C'est-à-dire qu'en fait, personne ne savait comment on allait faire ce truc-là. Il a simplement dit, bon voilà, on va passer de l'un à l'autre, mais sans dire que... On avait passé en bougeant. Alors, il a prévenu le machiniste, je te taperai sur l'épaule quand tu vas jusqu'à la fin, et je te tape sur l'épaule, tu retournes au début, et je te tape sur l'épaule, etc. Et donc, c'est passé comme ça. Oui, quand on regarde le mépris, je veux dire, on se rend compte que la couleur est une chose très importante, puisque finalement, le film est éclatant de couleurs, et avec en plus la musique de Delru qui est absolument extraordinaire. Et le grand truc tient, une grande partie du film tient là-dessus. Et alors, il y a une chose assez curieuse, parce que quand on a commencé à tourner, donc ça devait être tourné en Technicolor, mais naturellement avec les prises de vue faites en Eastman. Au bout de 4 ou 5 jours, on va donc au laboratoire Technicolor à Rome pour voir les tirages. Il y avait eu quelque temps avant des accords avec les fabricants de pellicules, et c'était en fait partager le marché pour pas être tous trop en concurrence. Et l'Italie avait obtenu comme marché de faire toute la positive fabriquée par Ferragnin. Alors qu'avant, il y avait la concurrence de Kodak et de Gebert et d'Aqua. Bon. Et alors donc, on va voir les premiers rushs, et on était complètement catastrophés, parce qu'il y a
Jean-Luc, qui est un monsieur qui adore les couleurs vives et les couleurs éclatantes, etc., on s'est retrouvé avec des prises de vue assez ternes, où il n'y avait pas de jaune qui claquait, pratiquement pas de rouge. C'était une image qui était très, très brune dans l'ensemble. Les verts étaient jamais très brillants. La mer n'était pas vraiment bleue. Alors, elle était complètement effondrée. Et les gens du Technicolor nous ont dit, mais non, ne vous inquiétez pas, ça vient du fait qu'on a tiré ça sur de la Ferrania. Alors du coup, ils ont envoyé un type dans la nuit à Paris chercher de la pellicule chez Kodak. Et le lendemain, ils nous ont montré les mêmes tirages, tirés sur la pellicule Kodak. Et puis, en même temps, ils nous avaient fait le plaisir de nous faire deux prises tirées en Technicolor. Bon, d'un seul coup, on s'est retrouvés avec nos tirages très éclatants. Et bon, on a été rassurés. On s'est dit, bon, bah d'accord, à partir de maintenant, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Donc, à partir du moment où on est dans les normes et qu'on a les lumières de tirage correctes, on continue comme ça. Alors, donc, le film, alors ça, c'était tout au début. Durant la première semaine. Alors, donc, pour les 15 semaines de tournage du film, on fait tous les tournages et on va voir les roches quand on pouvait, suivant les endroits. Bon, et tout ça, on fait rien. Et puis, sur ce, les Américains trouvent que le film n'est pas suffisamment intéressant pour être tiré en Technicolor. Le Technicolor, à l'époque, il faut dire qu'il fallait tirer au moins 100 copies. Hein. Bon, maintenant, je veux dire, c'est plus un problème, mais c'est des choses qu'on ne faisait pas du tout à l'époque. On ne tirait pas jamais autant de copies que ça. Donc, ils décident de tirer moins de 100 copies, donc il valait mieux le tirer normalement. Et de ce coup-là, on fait revenir le négatif à Paris pour ne pas avoir à venir à chaque fois à Rome pour discuter des trucs. Et puis, on arrive à ce qu'on appelle la copie zéro. Et la copie zéro était tirée en Kodak. Et d'un seul coup, clac, tout ce qu'on avait vu en lumière très atténuée était éclatant de couleurs. Et on a trouvé ça absolument immonde, affreux. Et on a mis un bout de temps à se faire. Ça veut dire qu'on s'était complètement habitué à cette image qui nous plaisait pas du tout au début. Et on s'était habitué, on avait trouvé ça bien finalement. Et voilà, finalement, on s'est habitué très bien à l'image très colorée. Non, je veux dire, à propos des vedettes, je veux dire, Jean-Luc, il n'a pas ce culte des vedettes. Il aime bien les vedettes, je veux dire, parce que c'est des comédiens. Oh, les rapports que Jean-Luc avait avec Bardot, c'était des rapports courtois. Je pense pas. D'ailleurs, disons, ça n'a pas dépassé, à mon avis, le seuil de la courtoisie. Bon. Son problème n'était pas qu'elle soit. Pour lui, c'était pas l'éclairer comme une star. Il voulait qu'elle soit bien, mais sans plus. Je veux dire, c'est l'entourage de Bardot qui faisait chier plus. C'est-à-dire le système de la cour qu'il y a toujours autour de ces gens-là, c'est-à-dire les coiffeurs, les maquilleurs, les costumiers qui veulent toujours plus. Et pourquoi? Regarde, c'était les machines-là. Bon. Mais Jean-Luc, non. Je veux dire, c'est pas son genre sur là-dessus. D'ailleurs, ses films ne sont jamais construits sur ce genre de choses. Il veut que les gens soient bien, soient beaux, mais sans qu'il y ait une attitude sophistiquée ou qu'on essaie de faire quelque chose de... Non, mais en même temps, ça ne correspond pas à sa démarche non plus, puisqu'il veut faire des choses qui soient pas comme le cinéma classique, donc il n'y a pas de raison brusquement de se mettre à faire des choses que... Et puis, je pense qu'il n'est pas... J'ai pas l'impression... Je veux dire, dans le vedettariat, bon, par exemple, les rapports qu'il a avec Piccoli sont des rapports d'amitié. Je veux dire, c'est Michel, je veux dire, si Jean-Luc l'appelle, il viendra. Bon, c'est... Bardot, il est venu faire son film, bon, sans plus ni moins, je veux dire. Mais, enfin, sans rechigner, mais sans plus, je veux dire, c'est pas... Le premier jour de tournage, ça s'est passé... alors, Bardot avait dit qu'elle ne voulait pas venir à 9h le matin, parce que c'était trop tôt, qu'elle venait venir à 10h. Alors, on a commencé avec Jacques Palance, qui naturellement a très bien compris, comme c'était un vieux cheval, que Bardot ne voulait pas venir.
Et alors, première scène, c'était une scène qu'on voit dans le film où il descend l'escalier. Et alors Jean-Luc lui explique et lui dit bon, alors, voilà, vous descendez 3 marches, vous regardez à droite, vous descendez 4 marches, vous regardez à gauche, vous descendez 5 marches, vous vous arrêtez, vous continuez à descendre, vous regardez encore à droite, puis ensuite encore à gauche et vous descendez l'escalier. Et alors Jacques Palance descend. Et puis il s'arrête au milieu, il regarde à gauche et il continue à descendre. Alors Jean-Luc lui dit non, attendez, vous avez compris ce que je vous ai dit? J'ai mal expliqué peut-être. Alors on recommence. Alors il lui dit alors voilà, vous descendez 3 marches, vous regardez à droite, vous descendez 4 marches, vous regardez à gauche, vous descendez 5 marches, vous vous arrêtez, vous redescendez 5 marches, vous regardez à droite. Et l'autre il refait autre chose. Et alors Jean-Luc remonte avec lui, il dit on va la refaire. Vous avez compris ce que je vous ai expliqué? J'ai très bien compris, dit Jacques Palance, mais je veux savoir pourquoi. Alors ça avait commencé comme ça. Bon, en fait, je veux dire, je crois qu'il était agacé, Palance, par le fait qu'on l'avait fait venir avant l'heure, avant Bardot. Alors d'ailleurs, quand on lui a dit tiens, il y a Mlle Bardot qui vient d'arriver, est-ce que vous voulez lui dire bonjour? Il lui a dit je lui dirai bonjour quand je tournerai avec elle. Mais il n'était pas désagréable, Palance, du tout. Non, non, non. C'était, je veux dire, c'était. Non, il y a eu une chose qui était assez drôle, c'est que l'ingénieur du son, Civelle, avait des gros problèmes avec lui parce qu'il faisait exprès des fois de parler tout bas ou de parler très fort, donc il fallait qu'il mette plein de micros. Et Civelle lui disait, tiens, alors, il venait me voir parce que Civelle avait peur de Jean-Luc. Et il venait me voir en me disant, écoute, il faudrait essayer que tu trouves une combine pour gagner un peu de temps, parce que je voudrais mettre un micro là, parce que j'entends pas le grand con, etc. Et toujours c'est comme ça. Il appelait... comme ça. Et puis, bon, il n'arrêtait pas d'appeler toujours Palance le grand con, mais il ne s'occupait pas de lui, puisque comme l'autre, il parlait qu'anglais. Donc. Puis quand Palance est parti, il nous a parlé en français. Et vous? Je termine le film. Il faut toujours terminer qu'est-ce qu'on a commencé. Alors, les relations entre Godard et Fritz Lang étaient des relations d'un monsieur qui avait, enfin Jean-Luc, qui avait beaucoup d'admiration pour Fritz Lang. Et d'ailleurs, dans le tournage, on voit, c'est lui qui fait l'assistant de Fritz Lang. C'est une chose qui n'existe pas dans le cinéma, l'humilité. Les gens, quand vous parlez d'humilité, tout le monde vous regarde avec des yeux comme ça, ils ne savent pas ce que c'est les cinéastes. Et là, Jean-Luc a fait la démonstration d'une certaine humilité devant Fritz Lang, c'est-à-dire de considérer que ce monsieur était un grand metteur en scène. Alors, parenthèse, je veux dire, Fritz Lang était charmant pendant tout le film, alors qu'il paraît que c'était un ogre quand il tournait. Là, il a été charmant avec tout le monde, une grande gentillesse. Si j'ai rêvé de faire des films que j'ai pas pu faire, bon, par exemple en France, j'aurais rêvé de tourner un film avec Verneuil. Ça va emmerder tous les cinéphiles, mais c'est comme ça. Bon, et puis j'aurais bien aimé tourner un film avec beaucoup de fric, comme des grosses comédies musicales américaines ou un truc comme ça. Je veux dire, ça j'aurais bien aimé faire. Mais je suis pas sûr que j'aurais osé le faire parce qu'il faut être vraiment très qualifié pour faire ça. Bon, sûrement que j'aurais aimé travailler aux États-Unis. On m'a proposé plusieurs fois de venir travailler aux États-Unis. Mais je me suis rendu compte, et je refais la bêtise de temps en temps, que quand on fait un film, il faut parler très bien la langue dans laquelle le film se tourne. Parce que ce que le metteur en scène ne vous dit pas, en ce qui concerne la prise de vue, vous pouvez le comprendre dans la façon dont il dirige ses acteurs. Alors si on ne comprend pas très bien la langue, alors comme je parle très très mal l'anglais, à chaque fois qu'on m'a proposé de venir de faire un film aux États-Unis, j'ai refusé. Par contre, ça c'est une idée qui m'est venue qui m'est apparue parce que j'ai tourné, le premier film que j'ai fait à l'étranger, c'est un film que j'ai fait en Hollande, avec un metteur en scène qui
qui s'appelait Von Schrademacher, qui s'appelle toujours d'ailleurs, qui est un grand metteur en scène. Et il parle très très bien français, ce gars. Et l'équipe parlait, l'équipe dont j'avais parlait ou l'anglais ou le français, donc je n'avais pas de problème avec l'équipe. Mais simplement que à chaque fois qu'on avait arrêté un plan, que le metteur en scène donnait ses instructions, ça se passait en hollandais. Alors là, je ne comprenais pas une broque. Donc, comme c'était un monsieur qui venait du théâtre, il avait des très très longues explications. Alors, bon, je lisais le journal en attendant qu'il ait fini, parce que comme je ne comprenais rien. Bon, et je me suis rendu compte que là, à ce moment-là, on fait de la prise de vue mécanique. La prise de vue, c'est une chose qu'on apprend. Tout le monde peut connaître la technique. Le petit plus qui arrive, c'est vous qui l'amenez. C'est-à-dire, disons que ça fait 1%. Hein, puisqu'il paraît qu'en généalogie, 1%, c'est ce qui nous différencie du singe. Alors, je veux dire, disons qui fait qu'on n'est pas comme les autres. C'est un petit pourcent qu'on amène. Mais ce petit pourcent, il faut aller le chercher quelque part. Je veux dire, on ne le trouve pas forcément qu'en soi, on le trouve avec un autre, qui est le metteur en scène.